Voilà, si vous avez suivi la journée d'hier, lundi 2 septembre avec nous, vous savez que aux États-Unis c'était une journée fériée, c'était Labor Day, c'était la fête du travail et que pendant cette fête du travail qui est un rendez-vous politique extrêmement important, surtout lorsqu'il y a une campagne présidentielle, Donald Trump était au golf et J.D. Vance est resté sur son divan. Du côté des démocrates, on a fait le tour des meetings. Il y avait ce meeting qu'on vous a fait vivre en direct de Kamala Harris à Pittsburgh, où elle était en compagnie de Joe Biden, un moment de passage de passage de torche, de relais entre l'ancienne et la nouvelle génération. On a vécu ça. Le matin, elle était à Detroit. Évidemment, tout ça, ce sont des états clés. Et de son côté, tout seul, le gouverneur Walz, donc le colistier de Kamala Harris, était à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour la Labor Fest, donc la fête, une fête, donc c'est un événement avec des manèges, etc., pour célébrer, défiler la fête du travail. C'était un moment important. Et ça a été la confirmation, on le savait, que évidemment Walz un allié majeur, un atout essentiel de la campagne de Kamala Harris. D'abord, on le sait parce que c'est quelqu'un qui est perçu positivement par les Américains. Selon les sondages, il a un taux d'opinion favorable positif de plus 5 à plus 12, plus 15. Ça paraît peu, mais dans la réalité, c'est immense parce que tous les politiques américains dans un pays qui est extrêmement divisé ont une opinion, les Américains ont une opinion négative. Évidemment, lorsque aujourd'hui on regarde ce ticket, Kamala Harris a réussi à revenir dans une zone quasiment neutre où elle est dans du moins 1, plus 2 en opinion favorable, ce qui est aussi un exploit parce qu'elle partait de loin, mais en gros le public américain s'est rendu compte qu'il ne la connaissait pas, même si elle avait été pendant 4 ans vice-présidente, et d'un coup donc on a vu sa courbe d'opinion favorable monter et croiser celle des opinions défavorables. Donald Trump, lui, a en moyenne une courbe défavorable de 20 à 25, 20 à 25%, donc moins 20, moins 25. Et J.D. Vance, lui, est actuellement entre moins 10 et moins 15. Et donc, quand vous avez ces chiffres en tête, cela permet de donner encore plus de valeur à la performance de Tim Walz, qui a donc cette image positive qui va du coup au-delà du camp démocrate, qui va chez les indépendants et aussi une partie des républicains. Donc c'est vraiment, rien qu'à ce niveau-là, c'est un atout. Généralement, il faut garder ça en tête, nous sommes dans une élection qui est complètement particulière, mais généralement, à part un effet positif dans l'État dont il est originaire, et encore, historiquement, il peut être limité, mais on pense ici évidemment en 1960 avec l'apport de Lyndon B. Johnson, LBJ, sur le ticket de John F. Kennedy pour préserver le Texas. Généralement, l'effet d'un vice-président sur une élection présidentielle américaine est très limité, pour ne pas dire nul. Les gens, généralement, encore une fois, j'insiste, votent pour le haut du ticket, donc ils choisissent Trump ou ils vont choisir Kamala Harris, et pas forcément en se disant Vance derrière et Walz derrière. C'est un petit peu différent cette année, même si on est encore dans cette logique-là, pour une raison très simple, c'est que Trump a 78 ans. Comme on avait mis l'accent sur la présence de Kamala Harris en 2020 sur le ticket de Biden, parce qu'à l'époque, Biden avait 78 ans. Et donc on se dit, ben voilà, on arrive dans des âges où il y a mathématiquement, biologiquement, une possibilité que le président n'aille pas au terme de son mandat, et ce qui veut dire que si Trump est élu, il faut bien comprendre la chose, c'est J.D. Vance qui deviendrait président des États-Unis.
en cas de décès de Donald Trump, où il doit arrêter parce qu'il a eu, un gros souci de santé et il ne peut plus exercer la présidence. Donc, ce focus mis sur l'âge de Trump et cette réalité que Vance n'est pas juste là pour être un espèce de co-animateur d'une campagne, mais qu'il il y a une vraie probabilité qu'il se retrouve à la tête des États-Unis, fait que ça a peut-être un petit peu plus d'impact cette année et que les gens vont réfléchir à 2 fois avant d'aller voter. Mais c'est même pas encore une certitude, surtout lorsque vous avez une personnalité comme Trump qui écrase à peu près tout. On le voit d'ailleurs, il y a un indicateur qui est extrêmement intéressant actuellement, qui sont les sondages faits par État. Oui, les sondages, encore une fois, on va parler sondages après, on le reprécise, ce sont des instantanés du moment. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, on va prendre le Nevada, qu'un État qu'on connaît bien, la chute est à Las Vegas, et donc dans le Nevada, on va voir qu'actuellement, Kamala Harris a quelques points d'avance sur Donald Trump. Mais lorsqu'on regarde, on va poser la même question aux électeurs pour qui ils vont voter pour, par exemple, le Sénat, l'élection sénatoriale, parce qu'aux États-Unis, le 5 novembre, on vote pour, non seulement pour la présidence, mais des tas d'autres élections, dont les sénatoriales, la Chambre des congrès, la Chambre du Congrès, mais aussi des tas d'autres fonctions. On se rend compte que on n'est plus dans une avance de quelques points, mais que actuellement la sénatrice qui se présente démocrate a jusqu'à 15 points d'avance dans les sondages. Ce qui veut dire qu'une partie des électeurs vont voter démocrate ou vont voter pour cette sénatrice-là, mais lorsque il y a Trump dans le ticket, il attire plus de votes. Donc il a cette personnalité, qui écrase tout. Donc du coup, on va voir toutes ces images. On parle beaucoup de Tim Walz qui va avoir, on va y venir, vraiment une utilité très forte dans cette campagne-là. Mais dans la réalité, en fin de course, ce n'est pas certain que cela pèse énormément sur la décision des Américains. Mais en cas d'élection serrée, le côté ne pèse pas énormément, mais va faire changer d'avis une minorité, une toute petite minorité, un demi-point de pourcentage. Dans le cas d'une élection, serrée, ça a son importance. Et donc, avantage à ce côté-là des démocrates, avantage à Tim Walz. On a tous vu le fait que Tim Walz est arrivé dans la campagne avant même d'être choisi en utilisant la définition, en étant le premier politique à avoir saisi quelque chose qui était en train de se passer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de détruire J.D. Vance et d'expliquer que J.D. Vance était étrange, weird. C'est quelque chose qui est maintenant, c'est un qualificatif qui a dépassé J.D. Vance pour être attaché au ticket républicain dans son entier, donc avec Trump aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Et en fait, cette séquence-là, qui a débuté au début du mois d'août, nous a donné un indicatif extrêmement précis de ce que pouvait faire Walz, qu'il avait une manière de connecter avec le public qui lui permettait d'attaquer ses concurrents avec humour et donc sans être négatif. C'est la différence lorsqu'on a Trump qui se moque et qui utilise la carte de la cruauté contre ses adversaires. Walz préfère l'humour. Et donc on va commencer tout de suite par une vidéo on a diffusée déjà ce matin dans Maintenant Matin, où il va s'en prendre à Donald Trump avec humour,
Et vous allez voir comment l'humour lui permet de connecter avec le public. Évidemment, c'est un public démocrate, mais en général, l'humour est un facteur qui est extrêmement efficace en politique. Et donc d'expliquer que oui, Donald Trump fait régner la peur, mais que lui, il est habitué à ça. Pourquoi il est habitué à ça? Pourquoi il sait faire face à ce règne de la peur de Donald Trump? Parce qu'il a été responsable de la cantine du lycée. Et donc, ces genres de cadors de la cantine, ces harceleurs, il sait comment s'en occuper. On regarde ça tout de suite. Since the very beginning, Donald Trump has been running on the politics of fear. Look, I know something about that. I supervised the lunchroom for a bunch of years. Fear. Fear is a good short-term motivator, but it doesn't inspire people. It doesn't change their behaviors. And what I did know about that lunchroom too is the bullies who want to instill fear, they're the first ones to find out what happens when the tide turns. He's running scared now. He's running scared. Voilà, donc dans cette courte vidéo, on a vu deux aspects essentiels de la communication de Walz. L'humour pour s'en prendre, comme il a fait en expliquant que J.D. Vance était weird, était bizarre. Donc l'humour pour s'attaquer à ses opposants politiques et à chaque fois en tirer une leçon pour inspirer la population. Ce sont en fait des outils qu'il a utilisés tout au long de sa carrière, lorsqu'il était prof, mais surtout lorsqu'il était coach. Il a expliqué qu'il ne s'est jamais occupé de la meilleure équipe, qu'il n'avait pas les meilleurs athlètes, parce que c'était une école qui ne gagnait jamais rien. Donc aux États-Unis, les parents envoient les enfants en espérant que ça leur permette après d'être sélectionnés par une université qui paiera leurs études s'ils jouent au football pour eux, et puis après peut-être pourquoi pas faire une carrière à NFL. Donc ils choisissent les lycées qui ont des programmes où les équipes gagnent. Lui, il était dans un lycée où on ne gagnait jamais. Il raconte cette première saison où je crois qu'ils ont marqué les premiers points lors du dernier match de la saison. Ils n'avaient même pas marqué avant ça. Et il les a amenés dans un titre de champion de l'État, donc du Minnesota, parce que justement il a cette capacité à inspirer. Et donc lorsqu'il parle, il y a ce mélange de humour et d'inspiration, toujours humour et inspiration. Et donc il prend aussi, c'est non seulement cet humour est utilisé pour s'attaquer à ses opposants, mais aussi pour diminuer l'effet des attaques contre lui. On va voir par exemple lorsque hier il parlait devant des syndicats. C'est quelqu'un qui a été syndiqué lorsqu'il était dans l'éducation, lorsqu'il était prof. Et donc on va voir comment il utilise cet humour pour dire voilà, vous m'attaquez parce que je suis parce que j'ai une bonne retraite par exemple, alors que je suis le candidat le plus pauvre qui a jamais été candidat à la vice-présidence. Mais on va écouter cette formulation. Évidemment, je vous traduis tout ça après. Donc on va voir Tim Walz qui répond au Wall Street Journal. I saw last week the Wall Street Journal was trying to say, because they did a story, that apparently I am the poorest person to ever run for vice president. But then they did another story that said, oh, he's actually richer than his statement says, because he has, and I quote, like this is an evil thing, a defined benefit pension plan. That is my wish for every American, to have a defined benefit pension plan.
Donc je vous explique le contexte parce que c'est vraiment à la fois une différence entre les États-Unis et le système européen, mais c'est aussi la force de Tim Walz. Effectivement, comme tout candidat, il a fait une déclaration de patrimoine et on s'est rendu compte, c'était un des articles du Wall Street Journal, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a jamais eu, dans l'ère moderne, jamais eu un candidat qui avait si peu de biens et de revenus que Tim Walz. Donc effectivement, qu'il est ce candidat le plus pauvre de l'histoire moderne des États-Unis. Pourquoi? Parce que par exemple, il n'a pas d'action en bourse, il n'est pas investisseur dans des compagnies. On est vraiment dans le cadre opposé de ce qu'est J.D. Vance, sans parler évidemment de Donald Trump. Et donc, tout ça, on s'est rendu compte que finalement, c'était évidemment un avantage que le public américain, et on verra tout à l'heure, on a des chiffres extrêmement intéressants dans ce sondage choc sur les Américains qui ont très peu d'argent, comment ils perçoivent ce ticket. Oui, Véro, il est vraiment de la classe moyenne, y compris maintenant alors qu'il est gouverneur du Minnesota. Le gouverneur du Minnesota, c'est un salaire de fonctionnaire tout à fait normal, c'est rien de fou. Et donc, le Wall Street Journal, qui appartient à Murdoch, le Wall Street comme Wall Street exactement, qui appartient à Rupert Murdoch, qui est le propriétaire de Fox News, est revenu à la charge en disant « Ouais, bon, c'est vrai, il n'a pas de biens d'épargne, il n'a pas d'épargne, il n'a pas d'action, il n'a pas d'investissement dans des compagnies, mais quand même, il a une bonne retraite dans le sens que, et c'est là que c'est effectivement le système de retraite aux États-Unis est souvent basé sur des performances du marché boursier. C'est pour ça qu'il y a cette obsession américaine de voir combien leur 401k, donc qui est leur fonds de retraite, les fonds de retraite jouent à la bourse. Donc la performance de votre retraite est liée à la performance du fonds qui gère votre retraite. Lui, il a un système de retraite qui correspond à celle de la France, qui est lié au nombre d'annuités et qui est lié au nombre à la hauteur de son salaire. Donc il a un montant garanti qui n'est pas lié au marché. Et il dit, en fait, moi, c'est mon rêve que tous les Américains, lorsqu'on parle de différence de progrès social, je vous le dis aussi parce que souvent on a un regard négatif sur notre propre pays en disant, ça va pas, ça va pas en France. Sur le niveau des retraites, dites-vous que, quel que soit le nombre d'années, vous avez un système qui est non seulement plus performant que ce qui existe aux États-Unis et qui fait que aujourd'hui, Tim Walz a fait un argumentaire de campagne. Il dit, oui, moi je suis privilégié parce qu'en tant que prof, j'ai pu avoir ce système de retraite-là, mais j'aimerais que tous les Américains aient cet aspect-là. Donc, encore une fois, il prend une attaque et il en fait une force. En disant ce que je veux c'est que vous ayez, je ne suis pas un privilégié, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un but qui doit être atteignable à tous les Américains. Et où il est extrêmement fort, c'est effectivement lorsque il devient ce porte-parole des classes moyennes. Donc on va le voir avec 2 extraits. On va commencer lorsqu'il dit souvent les républicains m'ont reproché d'être dans la poche des syndicats. Et vous allez voir sa réponse, il dit non, je ne suis pas dans la poche des syndicats. La poche, c'est moi. Et on écoute. I can remember, and this was one, Republicans came up to me in one of my campaigns, and they said, Tim is in the pocket of organized labor. I said, that's a damn lie. I am the pocket. I am the pocket. And I told them, if you want to attack me for standing up for collective bargaining, for fair wages, for safe working conditions, for health care and retirement, you roll the damn dice. I'll take my chances on that. I'll take my chances. On
préfère pas imaginer ce qui va se passer dans le débat parce qu'en fait, il arrive, hein, c'est vraiment une force politique, c'est un monstre, et il arrive à prendre tous les arguments du camp d'en face et en faire une qualité, d'en faire quelque chose de positif. Il dit, ok, vous me reprochez d'être dans la poche des syndicats. Non, non, la poche c'est moi, je suis un syndicat. Et si vous voulez m'attaquer sur le fait que je suis pour des meilleures conditions de travail, que je suis pour des meilleurs paiements de salaire, allez-y, prenez ce risque, roll the dice, moi je suis ok, attaquez-moi sur ça, venez les gens, venez. Et évidemment, on se dit, mais comment J.D. Vance, qui lui représente ce contraire-là, qui est multimillionnaire, qui a fait une fortune considérable en étant venture capitalist, donc investisseur dans des startups et des compagnies, comment il va trancher ce contraste alors que d'un côté, il n'a pas quelqu'un qui prétend, comme J.D. Vance est, de dire voilà, je viens de la classe moyenne. Tim Walz est la classe moyenne. Il est la classe moyenne. Et en plus de ça, et c'est parce qu'aujourd'hui, il a cette opinion favorable, ça lui permet d'ignorer quasiment J.D. Vance, en gros de considérer à quoi ça sert de perdre du temps, de venir détruire J.D. Vance parce qu'il se détruit tout seul jour après jour. Il y a encore des nouvelles déclarations de J.D. Vance qui sont sorties ce week-end. Oui, on a perdu le fil parce que il y en a chaque jour ou presque. Et donc de se dire, ok, du coup, cela me laisse un espace pour être ce qui est souvent dans la définition du rôle d'un colistier, un chien d'attaque contre Donald Trump. Hein, c'est vraiment la définition souvent d'un candidat comme colistier, c'est d'être le chien d'attaque, ce qui permet, et on le voit hier quand on a vu le discours de Kamala Harris, ou lorsque l'autre jour nous étions en direct de Savannah pour le discours de Kamala Harris, on se rend compte qu'elle attaque un petit peu Donald Trump, mais dans la réalité très, très peu. Elle est plus sur le message, sur l'économie d'opportunité, le changement, la vision du futur, etc., que d'attaquer Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas besoin. Il y en a un qui le fait de manière extrêmement brillante, qui est J.D. Walz, qui est Tim Walz, qui du coup la protège. Elle n'a pas vraiment besoin de se salir les mains, alors que Trump, lui, il ne fait que ça, parce que justement, la voix de J.D. Vance ne porte pas. Les attaques de J.D. Vance contre Tim Walz et contre Kamala Harris ne portent pas. Donc c'est Trump qui est obligé de faire le sale boulot. En plus, il estime qu'il est le seul capable de le faire comme il faut. Alors que du côté démocrate, c'est Tim Walz. Et on va voir par exemple, lorsque il va revenir sur le salaire et le fait que Donald Trump s'est toujours opposé aux syndicats et en général à l'ouvrier en refusant par exemple le paiement d'heures supplémentaires. Il va dire mais c'est pas étonnant, c'est un gars qui ne paye jamais ses factures. On va écouter Tim Walz. I do say this. He does know something about working people, Donald Trump does. He knows how to take advantage of them. That's what he knows how to do. Every single chance these guys have gotten, they've waged wars on workers in the middle class. As president, Trump blocked overtime for millions of workers. Hell, why pay the bills? He doesn't pay his own. Why should we pay somebody for overtime? What are they going to do? That's what they do. Voilà, pourquoi payer les factures de travailleurs fédéraux à qui on doit, le gouvernement américain devait des heures supplémentaires. Il dit pourquoi payer ces factures-là alors que lui a l'habitude, donc Trump a l'habitude de ne pas payer ces factures. Dans cette idée-là, il y a un thème qui revient de manière très forte chez Tim Walz et qui est extrêmement efficace chez les électeurs indépendants et chez les électeurs républicains, parce que Walz est là aussi pour non seulement connecter avec
la classe moyenne, mais également proposer, hein, il a dit hier lors de son meeting, de transformer ce parti démocrate en ce qu'on appelle le Big Tent, donc cette grande tente qui accueillerait les démocrates, les indépendants, et une partie des républicains anti-Trump, et en fait il connecte vers eux en donnant sa propre définition de la liberté, une définition qu'on aurait pu entendre il y a 20 ans chez les républicains, et d'ailleurs il dit ben voilà, pendant des années c'était leur définition, mais ils ont perdu, et il dit ils ont perdu le sens de cette définition en disant ben aujourd'hui il n'y a plus cette liberté parce que en fait c'est eux qui veulent choisir ce que vous qui vous aimez, avec qui vous voulez vous marier, si vous faites ou pas des enfants, ce que vous devez lire, et donc il dit c'est un parti qui a été pendant des années pour ce qu'on appelle le small government, un gouvernement fédéral le plus petit, et là leur volonté est de dire il est tellement petit le gouvernement qu'il a la taille de rentrer dans votre chambre à coucher, toujours cette humeur, et à la fin il termine par un thème qui est très très présent aux États-Unis, de dire mais en fait gouvernement et donc républicain, mind your own business, occupez-vous de vos affaires, laissez-nous tranquilles, laissez-nous mener notre vie. C'est un discours que Kamala Harris vient compléter en disant ok, on va vous laisser vivre votre vie et on va vous proposer des opportunités, l'économie d'opportunités pour réussir, pour mieux réussir aux États-Unis. Donc on va écouter Tim Walz dans cette attaque de la liberté et du mind your own business. I know, we all know this. I remember a time when Republicans talked about things like freedom, they meant it. They would never turn their back on our allies. But that's not these guys. Trump and Vance, when they talk about freedom, means government should have the freedom to invade every corner of our life. They talk about small government, small enough to be in your bedroom, small enough to be in your exam room, small enough to be in your library, telling you the things that you should make decisions about. So let's be very clear. Where I come from and where you come from as neighbors, we respect differences. That's your opinion. Look, we're sitting here together, Brewers and Twins fans, Vikings and Packers. Look, we respect it. But on things like healthcare and what books I read and democracy, we all live by that very simple golden rule. Mind your own damn business. Mind your own business. Your Republican neighbors want to live that way. We have to. Donc voilà, donc c'est vraiment de dire voilà que chacun, ce n'est pas au gouvernement de rentrer dans votre intimité dans ces questions-là, et donc où il est extrêmement fort. Et oui Thierry, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un débat Trump-Walz, ça serait énorme, et donc où il est extrêmement fort dans cet angle-là, c'est que donc à la fois il reprend des thèmes républicains, il met en avant ce qui est un des points qui est réclamé par tous les électeurs américains, c'est ce qu'on appelle le common sense, hein, donc ouais, c'est logique, c'est quelque chose qui peut convaincre tout le monde, et donc il utilise ça, et en plus comme il est complètement au courant de où il est, sa position de coach et comment le football américain est important, il dit ben regardez, l'exemple c'est que nous sommes dans un état, lui est originaire du Minnesota, là il est dans le Wisconsin moyen, voisin, et il dit regardez, on arrive à cohabiter ensemble alors qu'on ne supporte même pas les mêmes équipes, mais parce que ce sont nos valeurs communes, mais pour le reste laissez-nous tranquilles. Et pourquoi je pense que ces dernières semaines, on l'a vu ces derniers jours même, toute la semaine dernière dans les meetings de Donald Trump, il commence du coup à attaquer énormément Tim Walz. Et ça, c'est rare. Ce n'est pas rare qu'un candidat à la vice-présidence attaque le président.
C'est sa fonction. Donc que Tim Walz attaque Donald Trump, il est là pour ça, ce côté chien d'attaque, mais c'est extrêmement rare que du coup le patron du ticket d'en face, donc Donald Trump dans cet exemple-là, s'attaque à quelqu'un qui est en dessous de lui. Ça, c'est de la rareté. Et dans ses discours, Donald Trump est de plus en plus agressif face à Tim Walz. Pourquoi? Parce que, Tim Walz a une opinion, les Américains ont une opinion positive de lui, donc ça c'est problématique. 2, parce que J.D. Vance est incapable de se défendre tout seul contre Tim Walz. On verra si le débat du 1er octobre qui est prévu entre les deux aura lieu. Moi, je dis que tant que nous n'y sommes pas, pour moi, ce débat, il n'existe pas. Je souhaite évidemment, comme vous tous, que ce débat ait lieu, mais ce n'est pas l'avantage de J.D. Vance. On verra où nous en sommes à ce moment-là. Je ne serais pas surpris de voir les Républicains utiliser la manière dont va se dérouler le débat du 10 septembre pour dire, regardez, les conditions n'ont pas été respectées, les médias ne sont pas justes et honnêtes avec nous, c'est hors de question qu'on continue. On verra ça. Mais dans la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Tim Walz n'arrive pas, J.D. Vance n'arrive pas à exister face et donc à attaquer Tim Walz. Et donc c'est Trump qui doit faire le sale boulot. Et aussi parce que ce que Trump et ses conseillers sont en train de voir, c'est extrêmement inquiétant pour eux. L'inquiétant pour eux, c'est que vous venez de voir quelques extraits, on aura un dernier, c'est que Tim Walz, en fait, il n'a même pas besoin de Kamala Harris pour aller faire ces discours-là devant des grandes foules et avoir un véritable impact. Ce qui veut dire que concrètement, lorsqu'on regarde cette carte électorale où il y a 2 zones où vont se décider l'élection, le Rust Belt avec donc le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, donc vous voyez donc le nord-est du pays, et puis la question de la Caroline du Nord, de la Géorgie, de l'Arizona et du Nevada, donc le Sun Belt, avec le talent, le pouvoir et l'impact de Tim Walz. On peut imaginer Tim Walz faire 80% de la campagne seul dans ces États-là, convaincre les gens de voter pour Kamala Harris, convaincre les gens, parce que ça aussi c'est une des forces de Tim Walz, c'est qu'on se rend compte que où il passe, le nombre de volontaires qui viennent s'inscrire après des meetings pour venir aider les démocrates à gagner cette élection est énorme. Donc on peut imaginer qu'il fasse cette campagne-là et Kamala Harris, qui a plus d'impact dans les États de ce fameux Sunbelt, le fasse là. Donc c'est vraiment un problème parce que ça va forcer Trump à se multiplier pour aller répondre à tout ça. Il a 78 ans. Lorsqu'il multiplie les meetings, il multiplie les erreurs. C'est vraiment un problème. Donc ça, c'est l'inquiétude numéro 1 du camp Trump. Et la deuxième chose, c'est qu'il a trouvé la manière efficace de ringardiser Donald Trump et de résumer Donald Trump à quelques formules. Et ça, c'est extrêmement difficile. Biden avait essayé sur le fait que Donald Trump était un ennemi de la démocratie, ce qui n'est pas faux, mais qui connectait pas avec les électeurs américains, ou en tout cas pas assez. C'était un danger qu'ils ne percevaient pas ou qu'ils estimaient exagéré en se disant de toute façon le système arrivera à survivre, il ne faut pas trop s'inquiéter. Tim Walz, lui, il arrive à connecter Donald Trump au porte-monnaie des électeurs et en leur expliquant qu'en fait Donald Trump, c'est un milliardaire qui vit à Mar-a-Lago et il n'a aucun souci à part baisser les impôts des autres milliardaires. Et donc vous allez voir comment dans le sens de la formule, encore une fois, c'est le dernier extrait qu'on va voir, comment Tim Walz est super efficace de définir Donald Trump.
this guy has made it clear how he stands. He's sitting down at Mar-a-Lago after he got elected president, and this was his exact quote. He's talking to a bunch of folks at Mar-a-Lago. You're rich as hell, and we're going to give you a tax cut. At the same time, he was telling workers they get paid too much already. That's who this guy is. You tell me who in Wisconsin is sitting around saying, damn, I wish they'd give billionaires tax cuts and screw me over. Damn, I wish they'd take my health care away. I wish they'd underfund my public school. I wish they would make my job more difficult and more dangerous. And then at the end of the day, I wish they'd make me work till I'm 75 years old. No one's saying that. No one's asking for that agenda. What they're asking for is to be treated fairly with dignity. That's what we have. Look. Donc voilà, donc Tim Walz qui met directement Donald Trump dans le camp des riches en expliquant que il est là que pour l'intérêt des milliardaires et que il y a personne qui souhaite le plan de Donald Trump pour les classes moyennes. Et donc oui, Amadeus, c'est exactement, il est un champion du monde de la punchline, et donc c'est un énorme avantage pour Kamala Harris. Et en termes de sport, et le sport et la politique américaine sont énormément liés. Effectivement, si Kamala Harris est la quarterback, il est à la fois safety et wide receiver, il est à la fois à l'attaque et à la défense. C'est vraiment cette position-là. Et oui, Rosan, je suis d'accord, c'était un meeting, c'était son meilleur. On sent que, comme je vous le disais hier, c'est le début de la dernière ligne droite vers l'élection. Le 6 septembre, la Caroline du Nord va commencer à recevoir les bulletins par vote, par correspondance. Donc on arrive à un moment où il faut passer la deuxième vitesse. Le mois d'août est passé, et donc maintenant on est parti vers le mois de septembre à fond.